dans ce TikTok Live qui va porter sur l'examen ministériel de 5e secondaire en français. On va attendre encore quelques instants là, que tout le monde puisse se connecter. J'espère que tout le monde va bien. On vous remercie beaucoup d'être ici avec nous ce soir. Avant justement de commencer, là, le temps que tout le monde se connecte, j'en profite pour vous rappeler un peu, on est qui, nous, Alloprof. Donc, on est un organisme à but non lucratif qui est spécialisé dans l'accompagnement scolaire. On aide les élèves du primaire et du secondaire, comme toi, avec leurs devoirs et leurs examens. Notre site est rempli de fiches et d'exercices qui portent sur la majorité des matières, puis on donne aussi de l'aide scolaire en vidéo sur YouTube et ici, sur TikTok. En plus, on a aussi des profs qui répondent directement à tes questions par téléphone, par texto, par clavardage. Et on a une zone d'entraide qui est ouverte 24 heures sur 24, dans laquelle tu peux poser toutes tes questions et recevoir une réponse qui est validée là, super rapidement. On voit que les gens commencent à se connecter, là, donc j'accueille les nouveaux. Je vais commencer, en fait, on va commencer toutes les deux par se présenter. Donc, moi, c'est Bianca, bonjour. Allô, moi c'est Marlène. Alors, on est toutes les deux des enseignantes de français au secondaire et on est productrices de contenu chez Alloprof depuis à peu près 2 ans. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va te parler de l'examen ministériel de 5e secondaire qui va avoir lieu le 7 mai prochain. Le TikTok Live va être séparé en 3 parties. Donc, on va parler en premier lieu de la préparation. Donc, qu'est-ce que tu peux faire avant l'examen? On va parler de la rédaction de la lettre ouverte, donc le jour de l'évaluation. Puis, on va te donner des stratégies pour bien corriger ton texte en 3e partie. C'est ça, je t'invite à prendre des notes pendant le live. On va te donner plusieurs infos super utiles. Puis si jamais il y a des trucs qui t'échappent pendant le live, on a résumé tout ça dans une fiche sur notre site Internet. Donc, tu peux trouver ça, ça s'intitule « Les trucs pour se préparer à l'épreuve unique de français de 5e secondaire ». On t'avertit tout de suite, on ne pourra pas parler du contenu du dossier préparatoire que tu as reçu. Donc, on ne peut pas parler du sujet abordé dans ce dossier, puis on ne pourra pas non plus parler des articles qu'on y retrouve. Mais voilà, on t'invite à poser tes questions durant le live. On y répondra à la fin de chacune des 3 parties. Si on ne sélectionne pas ta question, c'est qu'on va y revenir un peu plus tard dans le live ou qu'on peut simplement pas y répondre. Alors, on commence! C'est parti! Alors, la première partie de l'examen ministériel, c'est la préparation. C'est une étape qui est super importante parce qu'elle te permet de t'informer sur le sujet puis de te préparer à la rédaction de ta lettre ouverte. Rappelle-toi là, que l'examen, ça consiste à rédiger une lettre ouverte dans laquelle tu vas devoir défendre une thèse en répondant à une question précise. Tu vas devoir défendre ta thèse à l'aide d'arguments et étayer ces arguments-là. Je t'invite à consulter la fiche d'Alloprof qui porte sur la lettre ouverte et la vidéo qui est associée là, pour plus d'informations sur le sujet. Donc, avant l'examen, je te recommande d'avoir pris connaissance du sujet en lisant le dossier préparatoire, puis d'avoir noté les informations pertinentes pour la rédaction en complétant la feuille de notes. Exact. Premièrement, justement, parlons-en du dossier préparatoire que tu as probablement déjà reçu à l'école. Je te rappelle qu'on ne peut pas se prononcer sur le contenu là, du dossier préparatoire aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on y retrouve? Alors, dans ce dossier, on retrouve entre autres plusieurs articles qui tournent autour d'un même sujet. Donc, déjà, tu pourrais deviner à peu près ce sur quoi on va te questionner le jour de l'évaluation. Oui, puis pourquoi lire et annoter ces textes-là? Pour t'aider à prendre position par rapport au sujet et pour identifier dans les textes là, des informations pertinentes. Tu peux identifier des faits, des statistiques, des citations, des repères culturels, etc. que tu vas pouvoir utiliser dans ton texte par la suite. C'est une bonne idée de lire chacun des textes au moins 2 fois. Je dirais une première fois pour faire un survol des propos, qu'est-ce qu'on y aborde, et une deuxième fois pour annoter le texte. Je pense aussi qu'on peut lire d'autres articles si on le veut. Ben oui. Tu peux faire des recherches supplémentaires, donc aller chercher de l'information ailleurs que dans le dossier préparatoire. Tu peux lire d'autres articles, écouter des balados, visionner des reportages qui portent sur le sujet qui est traité dans le dossier préparatoire. C'est vraiment pas obligatoire, mais c'est une bonne façon de pouvoir par la suite personnaliser davantage ton texte. Oui. Parlons maintenant de la feuille de notes, celle qu'on retrouve dans le dossier préparatoire et que tu peux détacher. Donc, le jour de l'examen, tu y as droit. Elle te sert d'aide-mémoire pour bien rédiger ton texte. Tu dois donc t'assurer de remplir cette feuille de notes d'informations pertinentes à la rédaction de ta lettre ouverte. Oui, puis assure-toi de bien y organiser l'information.
Ça peut être sous forme de tableau ou de schéma. Rien ne t'empêche aussi de faire un brouillon de ta feuille de notes avant de faire là, ta vraie version définitive. L'idée, c'est vraiment que tu puisses retrouver tout ce dont tu as besoin rapidement le jour de l'évaluation. Mais fais attention, on ne peut pas mettre n'importe quoi sur une feuille de notes. En effet. Alors, il y a quelques règles à suivre pour que ta feuille de notes soit conforme. Alors, voici ce que tu as le droit d'écrire sur ta feuille de notes. Donc, tu peux écrire des informations pertinentes, des citations pertinentes, les sources de ces informations et de ces citations, tes réflexions, tes réactions en lien avec le sujet abordé, des informations qui pourraient aussi améliorer la qualité de ton texte, donc des éléments en lien avec la langue, par exemple des règles de grammaire, des règles de ponctuation, même un champ lexical. Oui, tout à fait. Mais voici maintenant ce que tu ne peux pas écrire sur ta feuille de notes. Un texte complet, une partie de texte, que ce soit une introduction complète ou même un simple paragraphe, ou un plan de texte ou une structure quelconque de texte. Puis d'ailleurs, sur ta feuille de notes, là, il devrait seulement y avoir des mots-clés et non pas des phrases complètes. Puis c'est super important de respecter ces directives. Ça se peut que ta feuille de notes soit vérifiée avant l'examen, pendant l'examen ou après l'examen. Puis si elle n'est pas conforme, tu pourrais être accusé de tricherie ou de plagiat et recevoir la note de 0%. Et donc, évidemment, on ne veut pas ça. Oh non! J'aimerais revenir rapidement sur les sources. Donc, dans ta lettre ouverte, chaque fois que tu présentes une citation ou n'importe quelle information qui ne vient pas de toi, tu dois indiquer la source de cette information-là. Si la source provient du dossier préparatoire, tu dois donner en référence un élément de source. C'est quoi un élément de source? Bien, ça peut être le titre de l'article où tu as trouvé l'information ou la citation. Ça peut être l'auteur de l'article, le métier de l'auteur, la date de publication de l'article ou même le média dans lequel il a été publié. Puis, si jamais la source, elle ne provient pas du dossier préparatoire, donc c'est quelque chose que tu as trouvé ailleurs, tu dois donner au minimum 2 éléments de la source. En fait, il faut vraiment que tu t'assures que la personne qui va te corriger soit capable de retrouver ta source. Donc, il faut être précis. Puis dans ta feuille de notes, il est vraiment important d'y écrire ces éléments de source pour chaque information et citation parce que ça va être impossible de te rappeler ça par cœur le jour de l'évaluation. Oui, puis fais attention parce que le dossier préparatoire en soi n'est pas considéré comme une source ni une page de ce dossier préparatoire-là. Donc, tu ne pourrais pas dire, par exemple, de mentionner que telle citation provient de telle page du dossier préparatoire. Il faut vraiment être plus précis. Donc voilà, pour la préparation, tu as lu ton dossier préparatoire, tu as fait des recherches complémentaires, tu as rempli ta feuille de notes d'informations qui te permettront de rédiger une bonne lettre ouverte. Tu es maintenant prêt pour l'examen. Oui, puis ben, je vois qu'on a posé quelques questions, donc on va prendre un petit moment là, pour aller y répondre. Premièrement, on nous demande si on écrit des phrases complètes, est-ce que c'est considéré comme étant du plagiat sur la feuille de notes? En fait, ben, j'apporte peut-être une petite nuance. C'est sûr que si c'est des citations que tu as prises dans le dossier préparatoire et que tu as retranscrites telles quelles avec tes petits guillemets sur ta feuille de notes, ça c'est correct. Mais si tu écris des phrases complètes qui viennent de toi, là, ça pourrait être considéré comme du plagiat, donc il faut faire super attention. La prochaine question, c'est la même chose pour l'examen de français de secondaire 4. En fait, il n'y a pas d'examen ministériel de français de 4e secondaire. Peut-être que c'est quelque chose, là, simplement que ton enseignant, ton enseignante t'a demandé de faire. Donc, je conseille de te référer directement à ton prof pour cette question. Donc, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la prochaine partie. On est rendu désormais à la 2e étape de l'examen ministériel de français de 5e secondaire, qui est... J'ai passé un petit peu. Oui, donc la réalisation de la tâche d'écriture, donc le jour même de l'examen, le jour J, comment ça va se passer? On donne d'abord quelques informations sur le déroulement de l'épreuve. Donc, c'est le 7 mai prochain à 9h que l'évaluation va avoir lieu. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on apporte? Bien, je te conseille d'avoir avec toi ta feuille de notes, donc celle que tu as détachée de ton dossier préparatoire, un dictionnaire en français, une grammaire ou un code grammatical, un recueil de conjugaison, un crayon à la mine, une gomme à effacer, un crayon à l'encre bleue ou noire, un liquide correcteur et peut-être une bouteille d'eau et une collation. Puis ben, c'est tout. Laisse chez toi ou dans ton casier tout autre matériel et tous tes appareils électroniques là, comme ton téléphone cellulaire ou ta montre intelligente parce que tu pourras obtenir la note de 0% si on te voit en possession de matériel qui n'est pas autorisé.
revenons à la lettre. Combien de mots on doit écrire? Alors, ta lettre ouverte devrait contenir environ 500 mots. Assure-toi d'en avoir au minimum 400, sinon tu pourrais être grandement pénalisé. Alors, voici le nombre de mots que tu pourrais viser environ pour chacun de tes paragraphes. Ton introduction pourrait comprendre entre 50 et 100 mots, entre 300 et 400 mots pour le développement, donc de 150 à 200 mots par paragraphe si tu en as deux, puis environ 50 mots pour la conclusion. Maintenant, on va te donner quelques stratégies pour t'assurer de bien gérer ton temps pendant l'évaluation. Tu vas avoir 3 heures 15 minutes plus un petit 15 minutes supplémentaires si jamais tu n'as pas terminé pour compléter l'évaluation. Je te conseille de prendre environ 15 minutes simplement pour prendre connaissance de la question et faire ton plan. C'est vraiment important d'oublier ce à quoi tu t'attendais comme question et de vraiment t'assurer de comprendre tous les mots de la question pour pouvoir répondre à chaque partie de la question adéquatement. Commence par prendre position par rapport à la question, donc répondre par oui ou non, pour ou contre, selon ce qu'on t'a demandé. Oui, puis dans ton plan, tu n'as pas besoin de t'éterniser. Une fois que tu as choisi ta thèse, tu peux déterminer les arguments que tu vas utiliser et les procédés aussi que tu vas utiliser pour les étayer. Choisis aussi les éléments que tu as notés sur ta feuille de notes dont tu vas pouvoir te servir pour appuyer tes propos. Puis, tu peux noter tout ça sous forme de mots-clés. Moi, je me souviens personnellement que quand j'étais jeune, puis je faisais un examen comme vous, ça m'aidait vraiment beaucoup de rédiger un plan qui était clair parce que ça m'économisait beaucoup de temps par la suite pour la rédaction, étant donné que je savais exactement vers où m'enligner. Prochaine étape? Oui, ensuite, prends entre 1h15 et 1h30 pour rédiger ton brouillon. Assure-toi de le relire après quelques phrases pour vérifier que tu es toujours sur la bonne voie. Puis aussi, consacre la majorité de ton temps à rédiger le développement parce que c'est vraiment ce paragraphe-là qui est le cœur de ta lettre. Par la suite, tu peux consacrer entre 45 minutes et 1 heure à la correction parce que c'est vraiment important de prendre le temps de bien réviser ton texte et de corriger toutes tes fautes. Bien, l'idéal, c'est de ne plus avoir à modifier ton texte du tout après cette étape-là. On va revenir à l'étape de la correction tout à l'heure. Bon, là, il devrait rester environ 30 minutes. Si on a bien calculé, il devrait rester 30 minutes pour retranscrire ton texte au propre. Assure-toi de t'appliquer pour avoir une écriture qui est lisible pour ton correcteur et de faire une dernière lecture de la version définitive avant de la remettre pour être sûr que tout est bien retranscrit et qu'il manque aucune partie. Puis, garde-toi aussi quelques minutes entre chacune des parties pour faire respirer ton cerveau un peu. Oublie pas que tout ça, c'est seulement des conseils plus généraux. Tu te connais clairement mieux que nous. Par exemple, moi, je savais que c'était long de retranscrire mon propre à la fin. Donc, j'essayais de consacrer un petit peu plus de temps à cette partie-là, puis un peu moins de temps dans une autre partie, comme la rédaction. On termine en te donnant quelques détails importants sur ce qu'on devrait retrouver dans ta lettre, dans ton texte. Comme on l'a dit plus tôt, tu vas devoir rédiger une lettre ouverte à partir d'une question liée au texte dossier et cette question-là, tu vas la prendre le jour de l'examen. Le destinataire de ta lettre ouverte, tu le connais déjà, ce sont les lecteurs et les lectrices de la section Pouvoir des mots du site web du ministère de l'Éducation. C'est donc un large public auquel tu vas devoir t'adresser dans un langage standard. On te présente maintenant comment est généralement construite la lettre ouverte. N'hésite pas à consulter les vidéos et la fiche sur la structure du texte argumentatif sur le site d'Alloprof pour plus d'informations. Alors, comment ça commence une lettre ouverte? Bien d'abord, on retrouve une introduction dans laquelle il y a un sujet amené. Un sujet amené, c'est quoi? C'est une ou deux phrases qui te permettent de mettre en contexte le sujet de ta lettre ouverte. Par la suite, un sujet posé. Donc, la mention de ton sujet qui peut, soit dit en passant, être simplement la question à laquelle on te demande de répondre. Ta thèse, donc ta prise de position, ton point de vue sur la question duquel tu dois convaincre ton destinataire dans ta lettre ouverte. Et tu peux mettre un sujet divisé pour présenter les arguments que tu vas défendre, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, on retrouve le développement dans lequel tu dois utiliser plusieurs arguments pour convaincre ton destinataire de ta thèse. Pour présenter et étayer tes arguments, il faut employer une stratégie argumentative. Je pense qu'il y en a deux. Oui, tu peux utiliser l'explication argumentative, donc présenter un argument, puis utiliser divers procédés comme des exemples, l'insertion d'une citation, l'utilisation de données scientifiques, etc. Tout ça pour expliquer ton argument. Tu peux aussi décider d'employer la stratégie de la réfutation.
Donc ça, au fond, ça consiste à démolir la thèse et les arguments adverses, qu'on appelle la contre-thèse et les contre-arguments, pour mieux défendre ton propre point de vue à toi. Tu peux aussi utiliser un mélange de ces deux stratégies si tu en as envie. Puis là, on te donne une foule d'informations, mais l'important, c'est vraiment que tu utilises des arguments qui sont pertinents et cohérents pour soutenir ta thèse, puis que tu les développes dans ton développement. Surtout, assure-toi qu'il n'y a aucune contradiction, de ne pas te contredire. Si tu veux plus d'informations sur les stratégies argumentatives, tu peux aller voir la mini-récup qu'on propose sur le site d'Alloprof à ce sujet. Oui, et puis, concernant le développement, je te conseille de choisir 2 arguments. C'est vraiment l'idéal pour avoir le temps de bien les développer sans nécessairement dépasser le nombre de mots qui est demandé. Et finalement, on termine avec une conclusion où on retrouve minimalement une synthèse, donc un bref rappel de la thèse et des arguments que tu as défendus, que tu as présentés, ou une ouverture, donc 1 ou 2 phrases qui te permettent de clore le texte tout en marquant les lecteurs. Ça peut être une réflexion, une citation, une information nouvelle. Tu peux aussi mettre les 2 si tu le souhaites. Puis au travers de tout ça, assure-toi de personnaliser ton texte. Tes profs t'ont probablement déjà dit de faire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? On te résume ça en 1 seconde. Là. En gros, on doit sentir ton opinion et ta personnalité à toi en te lisant. Puis pour y arriver, tu peux par exemple ajouter des repères culturels, une anecdote qui est pertinente, interpeller directement le destinataire, mais surtout inclure plusieurs marques de modalité. Donc, c'est quoi ça? Bien, ça peut être du vocabulaire connoté, donc des mots qui laissent percevoir une opinion qui est soit positive ou négative, des figures de style, des adverbes, des types et formes de phrases variées, des phrases incidentes ou des groupes incidents, et il y en a d'autres aussi. Et voilà, tu as maintenant tous les outils pour être capable de rédiger une lettre ouverte convaincante. C'est l'heure de la 2e période de questions. OK, est-ce que je vais perdre des points si j'utilise pas un vocabulaire enrichi? Mais comme on a dit tantôt, on ne veut pas une langue soutenue ou, je sais pas, là, il faut quand même que ce soit standard, compréhensible, avec un vocabulaire qui est précis, mais on ne va pas perdre de points si c'est pas enrichi, comme on le dit ici, là. C'est ça, il faut simplement t'assurer que c'est pas du vocabulaire qui est familier, parce que sinon, là, tu peux perdre des points là, dans cette partie-là de l'évaluation qui est le vocabulaire. Ensuite, pour les infos hors corpus, est-ce qu'il faut donner 1 ou 2 sources? Comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est important de donner au minimum 2 sources. Puis on conseille même d'en mettre plus parce que c'est ça, il faut vraiment que le correcteur soit capable de retrouver par lui-même sa source. Exact. Est-ce que je dois écrire une phrase de politesse si je m'adresse à un public? Oui, on dit qu'il peut y avoir une formule de politesse au début d'une lettre, comme une vraie lettre. Donc oui, je te recommanderais d'en mettre une. Tu peux, puis c'est pas obligatoire non plus, là, tu ne seras pas pénalisé si jamais tu le fais pas, mais pourquoi pas? Il me semble que nous n'avons pas le droit d'écrire à l'encre noire. Non, en fait, il faut absolument là, que tu écrives à l'encre bleue ou noire. Par contre, assure-toi que ce ne soit pas des crayons effaçables, parce que ça pourrait s'effacer au transport et tout, là, puis on ne veut pas ça, bien évidemment. Comment devrions-nous commencer le sujet amené? Je commence tout le temps par « de nos jours ». Un vrai classique. Depuis la nuit des temps, on peut essayer d'être un petit peu plus original. Il y a tellement de possibilités. Ça peut être une citation, ça peut être une question que tu poses à tes destinataires. Ça peut être simplement un petit fait par rapport au sujet sans mentionner directement le sujet. Plein de possibilités. Donc oui, on essaie d'éviter le classique de nos jours et depuis la nuit des temps. Et d'ailleurs, sur le site d'Alloprof, il y a des trucs pour trouver un bon sujet amené si vous êtes à court d'idées ou vous n'êtes pas certain. Pouvez-vous donner un exemple de la réfutation? Là, c'est sûr que je ne veux pas entrer comme dans des sujets précis ou quoi que ce soit, mais si, moi, je sais pas, je veux expliquer comme quoi mon chandail d'Alloprof préféré, c'est mon chandail noir, mais que je sais que Marlène, elle, son chandail préféré, c'est le vert, je pourrais commencer en disant, certains pourraient penser là, que le vert, c'est vraiment la meilleure couleur, mais moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt le noir pour telle raison. Et là, on pourrait aller, dans le fond, expliquer pourquoi le vert n'est pas la bonne couleur selon nous. C'est pas très clair, mon affaire, mais
En gros, on veut détruire l'argument adverse. Je sais pas si Marlène, tu vas ajouter quelque chose de peut-être plus pertinent que des couleurs de chandail, là. Mais l'idée, c'est d'être capable d'anticiper les arguments, les contre-arguments, donc les arguments de la personne qui aurait une prise de position contraire à la sienne et de démolir ces arguments. Donc, en gros, c'est ça. Voilà. Pouvez-vous donner un exemple d'ouverture? Là, puisqu'on n'a pas le sujet, ça va être difficile de trouver une bonne ouverture à un sujet fictif comme ça, mais l'idée, c'est vraiment d'arriver, comme on parle souvent de l'effet d'entonnoir, on commence large pour arriver tranquillement à un sujet posé, donc à la question. Donc, on arrive sans parler du sujet posé, mais on y arrive indirectement. Donc, c'est ça que je dirais, mais là, puisqu'on n'a pas de sujet, c'est difficile d'en trouver une. Ben oui, mais tu sais, on revient à quelque chose d'un peu plus général, là. Ça peut être une question qu'on pose au destinateur, ça peut être une citation, ça peut être une information nouvelle qui est intéressante là, par rapport au sujet aussi. Puis, encore une fois, ça peut être pertinent là, d'utiliser des trucs personnalisés, là, donc des repères culturels, une anecdote pertinente. Oui, une statistique, un fait surprenant, choquant, ça c'est clair que ça interpelle le destinataire. Voilà. Est-ce que le repère culturel doit obligatoirement être québécois? Pas du tout. Là, justement, c'est ça qui fait la personnalité de ton texte si jamais ce n'est pas nécessairement québécois. 2 arguments pour chaque développement. En fait, on recommande habituellement de séparer son développement en 2 paragraphes et dans chacun des paragraphes, on va présenter un argument. Donc, moi, je dirais que ça serait la stratégie peut-être la plus efficace. On est pénalisé si on fait des intertitres et non un sujet divisé. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le sujet divisé n'est pas obligatoire. Donc non, on ne sera pas pénalisé si jamais on n'a pas de sujet divisé. Puis pas obligé d'utiliser des intertitres dans une lettre. Là, je suis en train de lire intertitre. Pas obligé, pas du tout. Mais un titre, ça, c'est efficace. Ouais, donc, c'est quoi des repères culturels pertinents? C'est vraiment large des repères culturels. Ça peut être... c'est tout ce qui concerne la culture, mais c'est tellement large. Ça peut être une émission de télévision, ça peut être un artiste qu'on connaît, ça peut être une personne impliquée en politique. C'est vraiment faire référence à tout ce qui touche à la culture. Ça peut même être, je sais pas, un chanteur préféré, un plat préféré. Et c'est de lier ces repères-là au sujet qui est abordé dans le dossier préparatoire. Oui, bien évidemment, il faut que ça reste lié au sujet. Exact. Si les sources ne sont pas assez précises, par exemple les scientifiques, mais qu'il n'y a pas de nom précis, qu'est-ce qu'on fait? Ben, théoriquement, dans ton dossier préparatoire, il devrait avoir suffisamment d'éléments de source. Comme on l'a dit, un élément de source, ce n'est pas nécessairement le nom de la personne qui a dit la citation. Il y a toutes sortes de possibilités. Ça peut être l'auteur du texte, ça peut être son métier, ça peut être le média dans lequel il a été publié. Exact. Il y a vraiment plusieurs possibilités, là. Donc, vous ne devriez pas avoir de problème avec ça. Si je fais beaucoup de fautes d'orthographe, comment je peux faire pour y remédier? Mais c'est justement notre 3e partie, c'est la correction du texte. Donc, on va poursuivre en fait en donnant une foule d'outils pour bien corriger puis utiliser ce moment-là de l'épreuve ministérielle pour effacer le plus d'erreurs possible. Oui. La prochaine question, j'espère que je vais bien y répondre. Puis-je écrire des notions mot par mot sur ma feuille de notes? Notions, je comprends par là peut-être des notions plus grammaticales, des règles de grammaire. Bien, si on a le droit d'en écrire sans problème, là. Juste pour être sûr que ta feuille de notes reste conforme, j'irai avec des mots-clés au lieu d'écrire une phrase complète, comme on disait tantôt. C'est toujours mieux des mots-clés et pas des phrases complètes. Donc, on y va même pour les notions grammaticales. Voilà. On prend pas de risque. Bien, on y va avec la 3e partie, donc la dernière étape de l'examen ministériel dont on va parler aujourd'hui, c'est la correction de la lettre ouverte. Oui, le premier conseil qu'on te donne, c'est de te garder beaucoup de temps pour cette étape. Comme on te l'a dit tantôt, tu devrais te garder entre 45 minutes et 1 heure pour la correction de ton texte. Pourquoi consacrer autant de temps à cette étape? Bien, parce que la qualité de la langue compte pour 50% de ta note. Donc, plus précisément, le vocabulaire compte pour 5%. La syntaxe et la ponctuation ensemble comptent pour 25%. Et l'orthographe d'usage et grammaticale ensemble comptent pour 20% de la note.
Oui, puis en plus, c'est cette partie-là, on a remarqué au courant des différentes années, qui est la moins bien réussie habituellement par les élèves. Donc, c'est vraiment super important de t'assurer que ton texte comporte le moins d'erreurs possible. Alors, premièrement, moi, je te recommande de faire un survol de ta lettre ouverte une fois que le brouillon est complété pour t'assurer de la cohérence du texte. Demande-toi si tu as bien séparé ton texte en paragraphes, puis si tu as employé des marqueurs de relation puis des organisateurs textuels pour lier les idées entre elles. Deuxièmement, tu peux faire une autre lecture pour corriger le vocabulaire. Assure-toi que tu utilises des mots précis et variés, là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Essaie d'éliminer tous les anglicismes, là, comme définitivement, les mots dont tu n'es pas certain ou certaine du sens et les mots familiers, parce qu'on se souvient, on vise une langue standard. Ensuite, vérifie la syntaxe et la ponctuation. Assure-toi d'écrire des phrases bien complètes, bien construites, puis qu'elles sont bien ponctuées. Moi, je te recommande de rédiger des phrases simples et courtes parce que c'est vraiment plus facile à corriger. Ensuite, tu peux te consacrer à la correction de l'orthographe grammaticale. Donc, c'est le temps de faire les bons accords. Tu dois faire les accords dans les groupes nominaux. Donc, accorder correctement les déterminants et les adjectifs avec les noms donneurs d'accords. Tu dois faire les accords aussi dans les groupes verbaux. Donc, bien conjuguer les verbes, t'assurer qu'ils soient bien accordés avec le sujet et bien évidemment d'accorder correctement les fameux participes passés. Tu dois finalement t'assurer de la bonne orthographe lexicale des mots. Donc, tu peux consulter les ouvrages que tu as apportés, ton dictionnaire. Fais attention aux consonnes doubles, aux majuscules, aux accents. Moi, je me souviens que j'avais bien de la difficulté avec les homophones tout. Donc, je devais me garder un moment juste pour corriger ces erreurs-là. Ben d'ailleurs, on vient de sortir un petit truc de pro sur cet homophone, donc ça pourrait quand même en aider plusieurs si jamais vous voulez aller le consulter. C'est clair. Alors, pour te corriger, tu peux utiliser un code de correction. Ça se peut que tu en aies déjà un, ça se peut que tu utilises celui de ton prof ou de ton école. Utilise celui que tu préfères. Si tu n'en as pas, ou tu ne sais pas c'est quoi, n'hésite pas à aller sur le site d'AlloProf, on t'en suggère un code de correction super efficace. Oui, tu peux le retrouver dans la mini-récup qui est appelé « Corriger un texte, les étapes à suivre ». Tu peux aussi retrouver d'autres trucs là, pour te corriger dans la fiche qui s'appelle « Trucs pour la correction d'un texte ». Concrètement, ça ressemble à quoi un code de correction? Bien, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des étapes à suivre pour faire les bons accords. Ça peut être un code de couleur, des flèches que tu ajoutes pour mettre en relation des mots. Tu peux aussi décider de souligner, par exemple, tous les verbes, puis encercler tous les homophones. L'idée, c'est d'avoir une procédure simple à suivre, puis qui te permet de corriger le plus d'erreurs possible. Je te donne un dernier truc. Essaie de penser aux erreurs que tu fais le plus fréquemment. Essaie de réfléchir là, aux dernières productions écrites que tu as faites. Puis, ben, les erreurs qui revenaient le plus souvent, essaie de consacrer plus de temps à les corriger. Et voilà pour l'étape de correction, c'était rapide. Dernière chance pour poser tes questions. On voit qu'on en a déjà, donc je vais y aller avec la première. Est-ce qu'on corrige la feuille de notes? Non, la feuille de notes ne va pas être corrigée, c'est seulement le propre, donc la version définitive qui est corrigée. Même le brouillon n'est pas corrigé. Par contre, comme on a dit tantôt, la feuille de notes pourrait être vérifiée, voir si elle est conforme avant, pendant puis après l'examen. Ensuite, savez-vous, l'examen compte pour combien de points dans notre année? En fait, l'examen ministériel compte pour 20% de ta note dans le critère 2, qui est le critère là, pour écrire des textes. Oui, écrire des textes variés, donc 20%. De ta note, exact. Dans ce critère-là, exact. Des conseils pour améliorer la ponctuation. Wow! C'est sûr que rapidement comme ça, dans un TikTok live, c'est pas l'idéal, mais on peut clairement te référer là, à nos fiches qui portent sur la virgule, la ponctuation. On a plein de vidéos aussi là-dessus, là, donc n'hésite pas à aller consulter notre site web. Oui, la fiche sur la virgule, il y a un bel outil qui te permet de faire un beau résumé de tous les emplois de la virgule. Je pense que ça peut être super efficace. On peut mettre des homophones sur sa feuille de notes. Oui, comme on l'a dit, tu peux te réserver une petite section là, pour plus des notions grammaticales. Bien évidemment, il ne faut pas que ça prenne toute la place dans ta feuille de notes parce qu'il y a d'autres choses beaucoup plus importantes à noter aussi. Salut, est-ce que sur ma feuille de notes, je peux mettre les titres des articles? C'est une super bonne idée de le faire. Comme je disais, ça va être difficile de se rappeler de ça par cœur, le nom des personnes qui ont, des citations que vous avez relevées. Donc, je dirais que tous les éléments de source, c'est important de les mettre sur la feuille de notes pour pouvoir bien faire les citations le jour de l'évaluation.
On a le droit à ChatGPT? Ben non. On veut que ce soit toi qui fasse ton texte, bien évidemment, là, pas l'intelligence artificielle. Je dirais que le seul moyen là, que tu puisses l'utiliser, si tu veux vraiment, là, c'est en faisant ta feuille de notes. Si tu veux te créer un petit champ lexical autour du sujet, tu veux noter des mots qui sont liés au sujet, tu pourrais demander à ChatGPT un champ lexical, là, mais c'est pas mal la seule chose pour laquelle il peut être utile. Et puis c'est ça, on n'aura pas droit à une montre intelligente ou à un ordinateur, un cellulaire le jour de l'examen, donc on ne pourra pas l'utiliser. La feuille de notes, peut-on utiliser les deux côtés? Je crois que oui. Ça, j'aimerais vous référer peut-être, pose la question à ton enseignant, mais je pense qu'on peut le faire. Il y a de l'espace sur les deux côtés. Ben, c'est ça, on n'a pas le dossier préparatoire, on l'a pas vu, donc on n'est vraiment pas bien placé pour répondre à la question. Là, comme Marlène l'a dit, peut-être demander à ton prof, juste pour être sûr. Et comment utiliser le deux points? Le point virgule. Oui, le point virgule, excusez, je vois mal de loin. Encore une fois, on ne peut pas expliquer tout ça, les notions grammaticales rapidement comme ça dans un TikTok, mais n'hésite pas à aller consulter notre fiche sur le sujet. On a une fiche là, juste pour le point virgule, donc il y a plein d'informations là-dessus. Puis dans le doute, on peut peut-être changer la phrase puis pas l'utiliser ce jour-là en tout cas. Est-ce qu'il y a une partie dans notre texte où on ne peut pas poser une question? Non, on peut toujours interpeller le destinataire, puis c'est même une super belle façon de personnaliser son texte. Donc, on peut vraiment utiliser des phrases interrogatives, c'est vraiment pertinent de le faire. Même dans un titre. Ton titre peut être une question, là. Aucun problème. Est-ce qu'il y a à combien de fautes vous arrêtez de corriger? On n'est pas des correcteurs, donc on n'a pas cette information-là. Je dirais qu'on n'arrête pas de corriger, on va lire votre texte jusqu'au bout. Puis bien, clairement qu'il y a un certain nombre d'erreurs à partir duquel on obtient 0 dans ce critère-là, mais on n'est pas placé là, pour répondre à cette question-là assez clairement aujourd'hui. Est-ce qu'on doit obligatoirement avoir des sources? En fait, comme on l'a dit, n'importe quelle information qui ne vient pas de toi doit être citée. Là, on doit utiliser la source pour cette information-là. Donc, si tu veux vraiment un texte avec des informations qui sont pertinentes, des arguments qui sont bien détaillés, bien, théoriquement, l'utilisation de sources devrait venir avec ça. Là. Noémie dit bonjour à Marlène. Allô, Noémie! Si on dépasse le nombre de mots, on est-tu pénalisé? Ah, ça, c'est vraiment une question qui revient souvent là, des élèves. On vise le 500 mots, mais ça se peut qu'on en écrive plus. C'est pas la fin du monde. C'est juste qu'il faut se rappeler que plus on écrit de mots, plus on peut faire des fautes d'orthographe, des erreurs d'orthographe, puis c'est là où on pourrait être pénalisé. Donc, encore une fois, on vise le 500 mots. Oui, tout à fait. Comment avoir une bonne syntaxe? Mais c'est sûr que la syntaxe, là, c'est super large. On te conseille d'aller consulter notre site encore une fois pour ça. Je ne sais pas si, par exemple, une des erreurs de syntaxe qui revient souvent, ça va être le choix du pronom relatif. Donc, est-ce qu'on dit que, est-ce qu'on dit donc, est-ce qu'on dit qui? Bien, si ça, tu sais que toi, tu as souvent des erreurs dans tes textes par rapport à ça, n'hésite pas à aller consulter là, nos vidéos. On en a une qui vient de sortir assez récemment, justement. Moi, je dis souvent aussi pour une bonne syntaxe, ou pour éviter de faire des erreurs de syntaxe, on écrit des phrases simples et courtes. On s'en tient aux phrases de base, sujet, verbe, complément. Puis comme ça, c'est plus facile d'éviter de faire des erreurs de syntaxe. Si on fait la même faute plusieurs fois, est-ce qu'ils vont la compter plusieurs fois? Ça dépend du type de question que tu fais. Donc là, on ne peut pas rentrer dans les détails, puis on n'est pas des correcteurs, mais il y a des erreurs qui vont compter plusieurs fois si on la fait plusieurs fois et d'autres types d'erreurs que non. Je pense que ça fait le tour. Ouais. Quelques instants. Bon. Merci pour vos questions. Il y en avait plein. C'est le fun. Super pertinent. Bien, on arrive déjà à la fin de ce TikTok Live. On espère vraiment que ça a pu t'aider. Tu vas le retrouver dès demain sur notre compte TikTok. Alors, tu vas pouvoir le réécouter autant de fois que tu en as envie. N'hésite pas à le partager aussi là, aux autres personnes de ta classe, à tes amis, si jamais tu crois que ça peut les aider. Puis on va répondre à toutes vos questions si vous nous écrivez en message privé ou posez des questions chez Allo Prof. Donc, si tu es encore un peu stressé, que tu as d'autres questions, n'hésite pas à aller consulter notre site. Comme on l'a dit plus tôt, on y retrouve une foule d'outils pertinents pour l'examen du ministère. Mais fais-toi confiance, surtout, on sait que tu es capable. Voilà. Ben, bon examen! Bon examen, salut!